Aujourd'hui, c'est le mot universalisme républicain qui est sur la sellette. Si je vous demande ce qui est pour vous universel, certains me répondront l'amour. D'autres diront couscous ou pizza, des plats qui ont conquis tous les estomacs de la planète. D'autres encore répondront football parce que les arabesques du ballon rond se comprennent partout dans le monde. L'amour, le foot, le couscous, la pizza ont vocation à s'étendre à l'universel. Universel du latin universus, signifiant tout entier, considéré dans son ensemble et qui qualifie depuis l'an 1200 ce qui s'étend à la terre entière. Tout va bien ? Enfin, pas tout à fait. C'est lorsque l'on accole universel à républicain du latin res publica, la chose publique, qui désigne l'intérêt général que ça coince parfois. Certains voient dans ce mot une promesse non tenue. L'universalisme républicain, c'est cette philosophie politique née au XVIIIe siècle, celui de la Révolution française, qui donne à l'ensemble des citoyens des droits identiques, quelles que soient les particularités culturelles ou religieuses de chacun. Le droit à une égalité totale ? J'en vois certains dubitatifs devant leur café. Mais l'égalité réelle, elle est où ? Elle n'est pas là, au pied des quartiers, même si l'accès à la santé, à la sécu, à l'école pour tous et toutes est quand même là. L'égalité ? Juridiquement, nous sommes tous égaux. Mais rien n'est acquis, donné. Il faut se bouger, se rappeler l'histoire, se souvenir qu'en fonction des contextes, cet universalisme évolue et que sous la pression du collectif, le droit bouge. Tiens, prenons l'exemple du suffrage universel. Né en 1792, c'est la reconnaissance du droit de vote à l'ensemble des citoyens. Ouais, enfin pas vraiment. Les femmes en France ont dû attendre 1944 pour pouvoir voter. Mais n'est-ce pas au nom de cet universalisme que d'aucuns au cours de la Troisième République et après ont justifié l'aventure coloniale. Dévoyer, ce fut alors un instrument d'oppression. Mais par les conquêtes démocratiques qu'il inspire, l'universalisme est aussi un instrument de libération. Il y en a beaucoup de par le monde qui rêvent d'avoir le droit à une égalité totale devant la loi, faisant fi des distinctions sociales, du genre, de la couleur de peau. Alors, attention aux caricatures. L'universalisme républicain ne nie pas les différences, n'amène pas à penser de manière uniforme. Il est toujours un instrument de combat au service de l'égalité partout dans le monde. Mon invité aujourd'hui est Paul Bachiast, historien de la République et auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire républicaine, dont le plus récent, Emmanuel Arago ou le roman de la République, sorti cette année, met en lumière l'un des pères fondateurs de la Troisième République. Bonjour Paul Bachiast. Bonjour Pierre-Henri. Alors, merci d'être avec nous. Pensez-vous que le concept d'universalisme soit encore aujourd'hui opérant, en particulier pour la jeunesse ? Comment le présenteriez-vous à cette jeunesse pour qu'elle comprenne qu'il est actuel ? Je crois qu'à la jeunesse, il faut tenir un discours d'enthousiasme et d'optimisme. L'universel doit être compris comme un grand et un beau projet qui unit ce qui est dispersé, qui rassemble les êtres humains, qui fait le pari que ce qui nous rassemble est toujours plus fort et plus essentiel que ce qui nous différencie. Et que finalement, rien n'est plus beau que d'aller à la rencontre de l'autre et de découvrir en lui un autre nous-mêmes, en toute fraternité. Je crois que la fraternité parle à la jeunesse. Il faut lui montrer que l'universalisme et la fraternité sont totalement liés. Et il faut aussi décliner l'universalisme dans le concret. Montrer que l'universalisme en acte permet une vie plus souriante et rend possible le collectif. À l'école, par exemple, l'universalisme, c'est le fait de donner le même enseignement à tout le monde et de fréquenter les mêmes lieux, quelles que soient ses croyances ou ses non-croyances, et quelles que soient ses origines. Dans un discours de 1879, je m'adresse à l'historien, Victor Hugo déclarait en parlant de l'Afrique « Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la. À qui ?
À personne. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Que répondez-vous à ceux qui disqualifient l'universalisme républicain en raison de ce qu'ils appellent des manquements en particulier lors de l'aventure coloniale, comme l'illustrent ces mots du grand républicain que fut Victor Hugo? Alors, je vous répondrai en plusieurs temps. Je dirais que ma première réponse, c'est d'abord de dire que la citation de Victor Hugo, que vous avez évoquée, ne renvoie en rien à un discours universaliste, mais plutôt à un discours religieux et un discours de conquête. Dans sa phrase, c'est au nom de Dieu que les Européens doivent s'emparer de l'Afrique, et en rien au nom de l'universel. Ce serait une première réponse. Dans un deuxième temps, je dirais que le colonialisme et l'universalisme ne doivent pas être confondus. Ce sont deux choses différentes. Alors, si parfois on les confond, c'est parce que, en effet, certains colonialistes se sont référés à l'universalisme des valeurs européennes pour justifier les conquêtes coloniales. Ils se mettent dans les pas, en quelque sorte, de la pensée d'un Jules Ferry. Jules Ferry, qui est à la fois le père de l'école moderne, qu'on connaît, l'école gratuite, laïque et obligatoire, est également le grand promoteur de la politique coloniale de la France. Et Jules Ferry promeut la politique coloniale au nom des Lumières, au nom de la science, au nom des techniques. Et il considère que c'est une obligation morale que de les apporter au peuple dont il pense qu'ils en sont privés. Oui. De ce point de vue-là, Jules Ferry l'instituteur et Jules Ferry le colonisateur sont les deux visages d'une même volonté d'apporter et diffuser les connaissances. Ça n'a pas vraiment marché. Cette pensée, oui, bien sûr, d'abord, n'a pas été suivie des faits, mais il faut avoir conscience qu'elle est à l'époque très répandue. Même s'il y a, vous avez tout à fait raison de le suggérer, une énorme distance entre le discours et les actes. En Algérie, par exemple, en 1880, seuls 3000 musulmans fréquentent l'école, et encore 30 ans plus tard, il n'y en aura que 33 000 sur un potentiel de 800 000 jeunes. Donc effectivement, il y a une partie, alors je ne sais pas si c'est hypocrite, mais en tout cas, qui n'a pas été réalisée dans les faits. Mais je voudrais insister sur un fait moins connu, qui est que beaucoup d'universalistes étaient hostiles à la colonisation. On met toujours en avant Jules Ferry ou éventuellement Victor Hugo dans le discours que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais Clémenceau, par exemple, qui est un très grand nom de l'histoire républicaine, était un adversaire acharné à la politique coloniale. Et c'était d'ailleurs, à son époque, le plus grand ennemi politique de Jules Ferry. Oui. Et par ailleurs, je dirais que la position de Jules Ferry, aujourd'hui, elle est très ancienne, elle est très datée, elle a été réfutée par l'universalisme lui-même. N'oublions jamais que c'est au nom du discours universaliste et au nom de la Déclaration des droits de l'homme que s'est construit le discours anticolonial. Alors justement, oui. Je voudrais arriver à ma question suivante. Robert Badinter, il est appelé il y a quelque temps à ne pas abdiquer l'universalisme au différentialisme, considérant que l'universalisme, c'est le combat pour l'égalité et que c'est alors le combat pour les droits de l'homme. Êtes-vous d'accord avec cette vision de l'universalisme ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec cette vision de Robert Badinter. Il me semble que le différentialisme met en avant ce qui sépare, avec l'idée que nos différences sont telles que nous devons vivre selon des règles et des lois différentes. Il me semble que le différentialisme est une négation de l'idée d'unité de l'humanité. C'est un fractionnement indéfini de l'humanité, un rejet sans fin de tout ce qui est différent de nous. Je dis rejet sans fin car finalement au sein d'un même groupe d'apparence homogène, on trouvera toujours des différences et un nouveau motif de fractionnement. À l'inverse, l'universalisme part de l'idée que, certes, nous avons des différences, mais parce que nous sommes des êtres de raison, des êtres de réflexion, nous sommes en capacité de nous rencontrer. Nous pouvons nous parler, nous pouvons penser ensemble et nous pouvons construire ensemble. Y a-t-il des limites à cet universalisme ? Oui, je pense que... Alors, des limites, en tout cas... Une faiblesse de l'universalisme, c'est qu'il se présente trop souvent comme un concept théorique. On peine parfois à lui donner de la chair, de l'incarnation, ce qui serait pourtant pas très difficile. Il suffit de regarder les réalisations concrètes que l'on peut faire avec l'universalisme. Autre chose, je pense que l'universalisme
s'il s'oppose au différentialisme, on en a parlé tout à l'heure, ne doit en rien s'opposer à la différence. Là, il y a un grand malentendu. La différence est une très belle chose si on voit en elle une source d'enrichissement et non pas de ségrégation. Le principe de laïcité, par exemple, qui est une des déclinaisons de l'universalisme, est en réalité une protection des différences de chacun, qui sont reconnues et protégées dans la sphère privée, même si sur la sphère publique, on demande de les passer sous silence. Merci Paul Bachiast. C'était les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.